Principalement, vous présentez deux jardins des Palais d'Hérode qui ont été très bien travaillés et qui ont bénéficié des progrès de l'archéobotanique. Parce qu'effectivement, désormais, eh bien, on n'a plus seulement les textes et quelques indications, mais on a réellement donc un travail qui permet de, vous allez le voir, restituer les jardins tels qu'ils ont pu être à l'époque d'Hérode, avec les plantes qui y poussaient, les aménagements qui s'y trouvaient. Bon, ça c'est un petit peu moins difficile parce que on connaissait quand même évidemment grâce aux fouilles archéologiques à partir des années 1960, 1970, c'est-à-dire les travaux de l'archéologue israélien Ehud Netzer, qui s'est vraiment centré sur les palais d'Hérode. On vient de commencer. Hérode, c'est-à-dire Hérode le Grand, hein, je ne prends pas la peine de préciser. Alors, on les connaissait bien, donc ces palais, c'est-à-dire une douzaine de palais, hein, que s'était fait construire Hérode dans son royaume, dont on va voir la carte tout de suite. Stephen, tout marche très bien, mais voilà, ça ne défile pas. Déjà, je vais dire ça. Ah, et en fait, ici. Oui, ah bah, t'as juste retiré un. Merci, formidable. Euh, Donc, ces palais d'Hérode, une douzaine à peu près, on les connaît assez bien par l'archéologie, hein, depuis les années 60, 70. Mais la question des jardins, quand même, restait assez mal traitée. Et il a fallu donc le renfort véritablement de spécialistes à partir des années 1980. Et on peut citer le nom d'une archéologue et historienne des jardins américaine, une certaine Catherine Gleason. Vous trouvez d'ailleurs des travaux et aussi un site très intéressant qui s'appelle tout simplement Gardens of Roman Empire. Voilà, excusez pour la prononciation qui répertorie en fait tous les jardins du monde romain, parce que c'est vraiment une spécialiste des jardins romains. Et elle a travaillé à Jéricho principalement. Donc elle a travaillé en Judée, outre d'autres pays du bassin méditerranéen. Et puis, on a aussi des études menées par des palynologues. Donc, la palynologie, c'est l'étude des pollens, l'analyse des pollens. Et ça, on va voir, ça a été vraiment crucial pour connaître eh bien, les essences qui poussaient dans les jardins aménagés par Hérode. Alors, il y avait sûrement des jardins dans les villes, tels que Jérusalem, hein, des jardins publics comme toutes les villes du monde antique, mais on ne les connaît pas. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment se centrer sur les palais sur les palais d'Hérode. Alors, vous avez ici sous les yeux donc une carte de son très vaste royaume qu'on ne va pas explorer. Je ne vais pas donc vous présenter son royaume. Je vais juste vous rappeler quand même un petit peu les dates. C'est-à-dire que Hérode a reçu le titre de roi de Judée par les Romains, hein, par le Sénat romain en 40 avant Jésus-Christ, mais son règne est vraiment effectif en 37 avant Jésus-Christ. Parce que il y a encore des membres de la dynastie hasmonéenne qui prétendent au pouvoir et il va falloir sur place se battre pour que le règne, effectivement, qu'Hérode puisse commencer son règne. Donc, il règne à partir de 37 avant Jésus-Christ et puis vous savez la date de sa mort. euh, Absolument sans aucune contestation possible, c'est 4 avant Jésus-Christ. Hérode a connu un règne un peu mouvementé.
a dû combattre plusieurs types d'ennemis ou surmonter plusieurs types d'obstacles, mais il connaît vraiment une période d'apogée, son règne connaît une période d'apogée à partir de 30 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est là en contact étroit avec Rome, avec le pouvoir romain, et entretient une relation de très grande loyauté à l'égard du premier empereur, Auguste, et en particulier et plus précisément une relation d'amitié avec le conseiller d'Auguste, Agrippa. Donc c'est un royaume et un roi client, hein. C'est comme ça que les historiens ont défini donc le royaume d'Hérode le Grand, mais aussi par exemple celui des Nabatéens, donc de l'autre côté de la vallée du Jourdain. Ce sont donc des rois qui ont une relative indépendance. Ils administrent certes leur territoire, mais ils doivent quand même en référer à Rome. Ils sont surveillés. Ils ne peuvent pas, par exemple, mener de politique étrangère librement. Et Hérode va, à partir donc des années, à partir de 30 avant Jésus-Christ, hein, qui voit tout simplement donc la victoire du futur empereur Auguste, c'est-à-dire donc d'Octave sur Marc-Antoine et Cléopâtre. C'est une période, donc on entre là vraiment dans une période tout à fait privilégiée, une période donc qui voit de grandes constructions dans tout son royaume. Alors parmi ces plus grands travaux à Hérode le Grand, eh bien, on peut retenir le sanctuaire de Jérusalem, hein, le fameux temple de Jérusalem, celui dont il reste des vestiges, c'est celui qui a été mis en chantier par Hérode le Grand. Et puis également le port de Césarée-Maritime que vous voyez sur la carte. Alors ça, ce sont vraiment des travaux absolument euh, considérables, gigantesques, qui montrent aussi, alors des ressources financières évidemment, qui montrent qu'ils disposaient d'une main-d'œuvre très très importante, mais aussi qu'ils bénéficiaient de la présence ou de l'aide d'ingénieurs très qualifiés. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais Hérode, finalement, est aussi un paysagiste. C'est ce qu'on va découvrir hein, à travers donc, ces deux exemples. Alors, l'un des deux exemples, c'est celui des palais qu'il s'est fait bâtir à Jéricho. Donc Jéricho, hein, vous le voyez indiqué, c'est donc le sud de la vallée du Jourdain. On est un petit peu au nord donc, de la mer Morte, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Et l'autre exemple qui a été donc bien exploré par les archéobotanistes, c'est le palais de Césarée-Maritime. Donc c'est un tout autre contexte puisqu'on est là sur la côte méditerranéenne Césarée-Maritime que vous voyez donc au nord, dans la partie nord de son royaume, mais enfin du côté littoral. C'est vraiment une ville maritime et surtout une grande cité portuaire. Euh, alors, nous verrons que le jardin, dans le cadre des palais d'Hérode, est central parce qu'il participe à l'affirmation de son pouvoir, euh, de son, alors, il exprime sa loyauté à l'égard de Rome, mais il exprime aussi sa toute-puissance. Et ça, nous verrons que c'est une idée qu'il emprunte à d'autres monarques avant lui, les monarques assyriens, et plus tard donc les rois hellénistiques. Effectivement, donc il y a à la fois ce lien à Rome, mais en même temps, on est dans une région où on va pouvoir hériter de traditions et de connaissances
Et la royauté d'Hérode et l'art d'Hérode s'inscrit vraiment dans ce contexte, vraiment entre l'Orient et l'Occident. Nous verrons que certains éléments jouent un rôle central dans ces palais. Alors, bien entendu, la végétation, mais aussi l'eau, donc à travers les bassins. Alors là, je voulais tout simplement eh bien, vous montrer celle qui est considérée comme la pionnière de l'archéologie des jardins. Wilhelmina Jachemski, donc est une Américaine qui a réalisé les premiers travaux, mais alors vraiment d'ampleur, dans les jardins des villas de Campanie, Pompéi, Herculanum et d'autres, hein, Stabi, Oplontis, Bosco-Réal. Donc à partir de 1961 et jusqu'en 1984, elle est sur le terrain et alors elle est assistée de son mari. Et là, ce qu'elle est en train de réaliser, c'est le moulage des racines des plantes que l'on trouvait dans ses jardins. Alors effectivement, c'est une technique qu'elle a expérimentée qui s'inspire du moulage qui avait été fait à Pompéi au XIXe siècle des corps des personnes, vous savez, à Pompéi, à Herculanum, eh bien, tous ces pauvres habitants qui avaient été pris hein, voilà, dans les éboulements, les coulées de cendres, les chutes de lapilli, ces petits cailloux de lave, euh, en fait, avaient été recouverts donc par ces couches. Et puis, bien entendu, donc leur corps avait disparu, mais on avait donc la cavité qui restait. Donc des corps humains, des corps animaux aussi. Et donc, au XIXe siècle, on a eu l'idée donc de couler du plâtre à l'intérieur de ces cavités. Et c'est ainsi qu'on a cette terrible galerie, en fait, donc de ces morts de Pompéi. Donc, elle s'est inspirée de cette technique, mais pour l'appliquer aux plantes. Parce qu'effectivement, de la même manière, en fait, les racines des plantes avaient disparu, mais avaient laissé leur empreinte. C'est-à-dire qu'il y avait donc des trous qui correspondaient donc à l'emplacement de ces racines qui elles-mêmes avaient disparu. Donc elle faisait couler du béton à l'intérieur et voilà, ensuite une couche de plâtre à la partie supérieure. Et ça permettait donc eh bien de garder la trace donc, de ces plantes qui avaient existé. On peut voir comme ça des photos de jardins romains avec toutes ces, on va dire, tous ces espèces de ronds blancs hein, qui signalent donc la présence d'une plante à l'origine. Et puis la forme des racines donne des indications évidemment sur les plantes qui étaient cultivées. Alors, ça n'est plus pratiqué ou plus de la même manière puisqu'il peut y avoir quand même toujours des moulages de racines, mais qui sont faits plutôt avec d'autres matériaux que du béton, du latex particulier. Donc voilà une technique qui est introduite donc par Jachemski et c'est vraiment le point de départ de ce qu'on a appelé l'archéologie des jardins, où on va donc chercher à restituer l'aspect des jardins antiques, non seulement à partir des textes, mais à partir de tous les aménagements construits, bien sûr, de tout ce qui peut être trouvé comme matériel, parce que bien entendu, on a des pots, on va en voir, on a aussi bien entendu des outils, hein. Euh, et puis donc, eh bien, les traces des plantes. Alors, on a aussi d'autres techniques maintenant, comme la carpologie, par exemple, qui est l'analyse des noyaux, pépins, hein, toutes les sortes de graines hein, qu'on peut trouver.
Alors, ce que nous voyons là à Jéricho, c'est ce que Flavius Joseph appelle le paradeisos. Ce terme qu'on a déjà rencontré dans ce cycle de conférences, hein, sous sa forme grecque, désigne des réalités un petit peu différentes selon les auteurs qui l'emploient. Et pour Flavius Joseph, en ce qui concerne Jéricho, eh bien, c'est vraiment l'ensemble des plantations. Et ce que vous voyez, alors, c'est la partie basse de l'image du plan représente les palais dont on va parler. Alors, nous allons parler des palais d'Hérode, mais il y avait avant cela des palais des rois hasmonéens, mais qui ne sont pas très bien connus sur le plan archéologique et enfin un petit peu quand même, mais qui sont moins connus aussi sur le plan des jardins. Et alors, toute cette zone en gris foncé indique donc les plantations qui étaient à Jéricho, donc des plantations de palmiers dattiers et des plantations de baumiers. Donc, le baumier, eh bien, c'est cet arbre qui permettait de produire le baume, hein, c'est-à-dire donc cette substance parfumée qui était vendue extrêmement cher. C'était un des produits les plus à plus forte valeur que l'on pouvait échanger dans l'Antiquité, car euh, très très peu d'endroits produisaient, enfin faisaient pousser des baumiers. Alors, les baumiers de Jéricho étaient très fameux. On n'en a pas trouvé de traces, en revanche, dans les jardins des palais d'Hérode. C'était vraiment des plantations qui se situaient comme ça, donc au nord de cette zone de palais, mais pas directement dans les jardins d'Hérode, qui étaient des jardins ornementaux, comme on le verra. Là, on plante des arbres qui vont évidemment donc dans un but lucratif, puisque les palmiers dattiers de Jéricho aussi évidemment sont très très productifs et les dates sont appréciées jusque sur la table des empereurs. Donc nous voyons ici le deuxième palais qui est construit par Hérode à Jéricho. Trois successivement ont été construits. Alors, le deuxième est intéressant par rapport au sujet qui nous occupe, parce qu'il montre la présence de deux jardins. On va voir tout de suite la reconstitution, mais également la présence d'une grande piscine. Alors, ce que vous voyez donc en haut à gauche, alors F, c'est un petit pressoir à vin. Mais en E, c'est en fait une grande piscine, véritablement une piscine destinée à la natation et qui résulte de la réunion de deux bassins qui appartenaient donc au palais hasmonéen. Hérode va en quelque sorte un petit peu se réapproprier, vous voyez, une partie de ces palais hasmonéens, ce qui va lui permettre aussi d'affirmer sa, sa légitimité parce que euh, il a, il a succédé aux rois hasmonéens et il s'inscrit dans leur lignée tout en les ayant combattus. Donc c'est un petit peu la raison d'être de ce deuxième palais qui va être construit donc très près de l'emplacement des palais hasmonéens. Et nous verrons qu'en dehors de la piscine, eh bien, il va utiliser donc un autre espace de ces palais hasmonéens. Alors, voilà comment aurait pu se présenter, hein. Il s'agit de reconstitution, donc ça reste en partie hypothétique, mais vous avez vu que ce palais présentait donc deux ailes placées perpendiculairement l'une par rapport à l'autre. Et donc, dans l'aile nord, en A, on a un espace qui apparaît sur le plan comme une vaste, très grande cour à péristyle, c'est-à-dire une cour marquée d'une colonnade.
Mais en fait, on a pu découvrir qu'il s'agissait d'une cour plantée, d'une cour jardin. Alors, sur la photo du haut, ce que nous voyons, c'est la couche de terre assez épaisse qui est restée en place. Il s'agit de terres rapportées. Jéricho, c'est quand même un emplacement et un climat particulier. C'est une région aride. On est à 250, je crois à peu près 250 mètres en dessous du niveau des mers, hein, dans la faille, la grande faille syro-africaine. Et c'est une région aride, hein. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a les alluvions de la vallée du Jourdain. Donc, s'il y a irrigation, eh bien, il y a possibilité de planter. Et on connaît tous voilà, les bananes ou les oranges qui poussent à Jéricho. Jéricho, donc, à Jéricho, voilà, on a quand même un climat qui est très sec, très peu, une région qui est très peu arrosée. Et en même temps, c'est une région qui est prisée par les habitants, et ça l'a toujours été par les habitants de Jérusalem en particulier, ou d'autres grandes villes qui se trouvaient donc sur les collines en hauteur à 700 ou 800 mètres, l'hiver, il fait froid, et donc qui avaient des résidences secondaires à Jéricho. Donc on parle des palais d'hiver, hein, des rois asmonéens et d'Hérode. C'est-à-dire que l'hiver, on avait là un climat doux et on bénéficiait aussi de la présence de l'eau, parce que ces palais d'Hérode sont établis en bordure d'un wadi, c'est-à-dire en fait un lit de rivière, mais qui effectivement où coulait bien de l'eau en hiver. Donc on avait aussi ce plaisir de, de l'eau et du bruit de l'eau qui coulait. Alors, ce jardin n'a pas été vraiment complètement exploré par les archéobotanistes. Ce qu'on y a découvert, hein, c'est quelques pots horticoles. On va voir sur la diapositive suivante de quoi il s'agit. Et puis, nous voyons euh, qu'un muret avait été placé pour retenir cette terre, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un vrai péristyle, hein, on n'a pas une colonnade que l'on peut traverser, mais au centre, eh bien, on avait vraiment un jardin. Alors, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, on ne peut pas vraiment préciser donc, ce qui poussait dans ce jardin. Ça, c'est une partie des pots horticoles qui a été retrouvée à Jéricho. On emploie donc le terme latin dolae perforatae. On les connaît très bien, effectivement, dans les textes d'auteurs tels que Pline, dans l'histoire naturelle. Et ces pots ont été aussi retrouvés en très grand nombre, justement, dans ces jardins des villes de Campanie. On en a retrouvé en France également, pour la période gallo-romaine. Donc, ce sont des pots qui sont perforés, c'est-à-dire, on le voit sur ceux qui sont au premier plan, le fond était ouvert, mais on avait aussi deux ou plutôt trois orifices qui étaient percés dans la panse, au bas de la panse. Et à Jéricho, 39 ont été retrouvés, hein, de ces pots horticoles, et principalement dans le jardin dont on parlera ensuite, dans le troisième palais d'Hérode. Alors, ces pots servaient de plusieurs manières, c'est-à-dire qu'ils servaient à transporter les jeunes plants, et en même temps, ils pouvaient être aussi utilisés pour des bouturages, puisque les Romains, on le sait, et en particulier justement par ces écrits de Pline l'Ancien, pratiquaient le bouturage. Donc, les pots étaient accrochés à des branches, hein, et puis à un certain moment, donc décrochés, et on pouvait les mettre en terre, hein,
et la plante poussait. Les pots donc étaient achetés avec le jeune plant chez le pépiniériste, hein, et on les plantait en terre de cette manière. Alors, ça permettait aussi de conserver l'humidité. On estime qu'à Jéricho, il s'agissait aussi de protéger le jeune plant de la salinité très forte dans la région en raison de la proximité de la mer Morte. Euh, Ces pots, en même temps, créent une contrainte, hein. C'est-à-dire que les racines, évidemment, vont s'étendre, hein, par les orifices, mais ne vont pas pouvoir beaucoup se développer. Alors, souvent, on trouve les pots cassés, d'ailleurs, hein, parce que voilà, c'est la poussée de la racine. Mais c'est aussi un moyen de limiter la poussée des plantes. Et c'est probablement ce qui a été recherché à Jéricho. Alors là, nous sommes toujours donc dans le cadre du deuxième palais de Jéricho et nous avons pu voir sur le plan qu'il y a donc au nord cette cour-jardin, hein, dans l'aile nord, mais dans l'aile sud, on voit aussi pas mal de végétation. On avait, alors, à l'est, là, c'est tout simplement une piscine. Grand bassin entouré d'une colonnade. Donc on laisse de côté. Mais cette partie-là, vous le voyez, cette partie-là, donc est aménagée autour d'un bassin. Donc le bassin réellement est très très important, hein, dans les palais d'Hérode et dans les jardins des palais d'Hérode. Et puis tout autour, on avait de la vigne et on a ici un aménagement que je vais vous montrer sur la photo suivante. C'est donc celui-ci. Alors, la photo qui a été prise là à gauche, bon, avec des ouvriers qui se sont couchés sur les banquettes, de toute façon, on rend mal compte de la réalité de l'utilisation de ce qu'était le triclinium, qui était destiné à accueillir 9 convives. Mais en tout cas, voilà donc attester la présence d'un triclinium, ce qu'on appelle le triclinium extérieur ou triclinium d'été. Triclinium, ça veut dire 3 banquettes. Donc, on connaît bien ça, évidemment, dans la maison romaine, hein, où on avait les salles de banquet, dans lesquelles on disposait 3 banquettes. Les Romains, donc, s'allongeaient dessus pour les repas. Mais on avait aussi, et en voici un exemple dans une ville, vous voyez, de la Gaule romaine, Saint-Romain-en-Galles, on avait aussi des tricliniums maçonnés ou triclinia maçonnés qui se trouvaient dans les jardins. Donc, lorsque le climat le permettait et lorsque l'atmosphère à l'intérieur n'était pas très agréable, eh bien, on se déplaçait dans les jardins. Et là, on avait la végétation, les parfums, le parfum des fleurs, l'eau à proximité, la fraîcheur de l'eau. Et on dégustait les repas donc pris sur ces banquettes. Voilà, donc il faut imaginer donc 3 convives, hein, sur chacune des banquettes qui sont placées en oblique. Et donc c'est bien ce qu'on a ici à Jéricho. Et ce qui est intéressant, c'est que ce triclinium extérieur, en fait, il préexistait ce deuxième palais. Il existait donc dans le dernier des palais hasmonéens, donc vers le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, dans l'un de ces palais, effectivement, on avait un jardin, et dans ce jardin, eh bien, ce triclinium. Donc, Hérode, d'après les archéologues, aurait simplement allongé l'une de ces banquettes, puisqu'on voit un petit peu la différence de forme, effectivement, entre ce qui apparaît sur le schéma
Et ce qui a été découvert, on a pu voir qu'une partie avait complété donc l'aménagement initial. Le palmier est restitué, mais sans qu'il y en ait de traces. Pourquoi? Parce que on sait que c'était un peu une coutume dans l'Ancien Orient, effectivement, de banqueter à l'ombre du palmier. On le sait d'après les textes assyriens ou même à Babylone également, on trouve cette indication donc que les rois euh, voilà, pratiquaient des banquets à l'ombre des palmiers. En réalité, donc, ce palmier, comme je le disais, on n'en a pas de traces et on ne sait pas réellement donc si un palmier avait été planté là. Il est sûr, en revanche, que des palmiers ont bien existé dans les palais d'Hérode et très vraisemblablement dans ce deuxième palais. Puisque le troisième palais qu'on va découvrir maintenant et qui est construit quelques années plus tard, finalement, ou une dizaine d'années plus tard, eh bien, a bien révélé effectivement la présence de palmiers. Et puis, on sait aussi que les palmiers dattiers, de toute façon, étaient exploités pour, encore une fois, la production de fruits. Alors, le troisième palais d'Hérode est tout à fait exceptionnel. C'est le plus élaboré de tous ces palais. Il est construit donc dans cette période vraiment d'apogée, au-delà, oui, enfin vraiment la période la plus prospère, puisqu'on est entre 20 et 10 avant Jésus-Christ. Et certains le mettent en relation même avec la visite d'Agrippa en Judée. Agrippa, effectivement, est venu de Rome. Hérode s'est rendu lui-même à Rome, mais Agrippa est venu euh, à l'invitation d'Hérode, donc en Judée, et certains aménagements, peut-être, ont été conçus pour l'accueillir. Agrippa aurait peut-être aussi été accompagné d'artisans, d'ingénieurs et peut-être aussi de taupières, c'est-à-dire de paysagistes romains. Ça, on ne peut pas le préciser, mais c'est une possibilité. Donc, ce troisième palais est tout à fait exceptionnel par son architecture, son organisation. Le fait aussi qu'il soit aménagé sur les deux rives du Wadi, qui est donc matérialisé ici donc, par ces lignes parallèles. Donc, on a l'aile nord en haut de l'image et l'aile sud. Et dans les deux cas, on a des jardins. Et donc, ce jardin, voilà, une vue donc de Jéricho avec juste derrière la végétation qu'on a au premier plan, eh bien le tracé du Wadi, mais qui évidemment est souvent, c'est le lit de la rivière en fait, il est souvent à sec. Et puis juste au-delà, vous voyez des ruines. Eh bien, c'est la partie nord, la partie oui sur la rive nord donc de ce troisième palais. Et là, voilà, on va revenir au plan. Et une partie très importante de ce palais, alors on a aussi, par exemple, une très très belle salle de réception d'à peu près un peu plus de 500 mètres carrés. Et juste à côté, on a cet aménagement, alors je ne sais pas si on voit le curseur, oui, cet aménagement qui est une cour à péristyle qui se prolonge au nord, on va le voir sur la photo, par une sorte de grande abside qui est percée et qui conduit à la salle d'audience, ce qui a été identifié comme la salle d'audience. Alors, cette cour est très particulière et vous voyez donc sur à gauche de l'image, vous voyez donc la reconstitution qu'on a pu proposer à partir donc après les derniers travaux qui ont été réalisés sur le site, c'est-à-dire dans les années 1990.
par donc les travaux de Catherine Gleason, mais qui était aussi assistée de palynologues. Et donc, c'est grâce à ces travaux, on peut avoir une idée assez précise de l'aspect qu'avait ce jardin. Alors, c'est en fait le jardin est une composante, c'est une sorte d'aménagement où tout compte, c'est-à-dire les formes architecturales, les décors peints, car effectivement, on a trouvé aussi des traces d'enduit peint, donc tout autour de cette cour à colonnade. Et c'est un jardin qui, de toute évidence, a été conçu non seulement pour le plaisir d'Hérode et pour l'agrément de ses invités, mais vraiment pour exprimer et symboliser le pouvoir royal. Donc ce jardin, en fait, sert un petit peu à mettre en scène le pouvoir d'Hérode. Euh, donc, nous avons très probablement donc deux palmiers qui se dressaient, donc ces palmiers dattiers qui se dressaient donc devant cette abside. Et Hérode pouvait, là où on a restitué deux personnages, mais probablement le roi seul apparaissait dans cette forme qui est en fait une forme qui est plutôt attribuée ou réservée aux divinités, hein. C'est la niche, l'abside. Euh, donc encadrée par ces deux hauts palmiers et juste derrière donc se trouvait la salle d'audience. Alors comment on connaît donc ce qui poussait dans ce jardin? Donc voilà la photo une photo prise donc de cette alors ce qu'on appelle la cour apéristylionique de cette cour apéristylionique donc après tous ces travaux et voici une photo qui a été prise avant l'intervention donc de Catherine Gleason et son équipe. C'est-à-dire qu'on avait conservé, vous voyez, la couche de terre qui encore une fois n'est pas la terre locale, hein. On apportait de la terre, alors ça peut être depuis la côte ou même depuis la Galilée, pour que ces plantes puissent y pousser, les plantes souhaitées puissent y pousser. Et donc cette équipe a investi donc ce sol et a découvert, par exemple, on en voit ici photographié in situ, donc ces pots horticoles parce que vraiment le plus grand nombre a été trouvé ici, précisément dans cette cour à péristyle. Des restes de canalisation aussi ont été trouvés et la présence de ces pots ou parfois donc de cavités qui avaient été creusées vraiment pour recevoir des plantations ont permis donc de restituer ces, ces plantations comme c'est présenté donc sur l'image de droite. C'est-à-dire qu'on avait 7 rangées, hein, 7 rangées de plantes et dans l'autre sens, donc c'est 11 rangées. Et donc les essences de ces plantes, eh bien, on a pu les déterminer grâce à l'analyse des pollens. Alors, la palynologie, c'est vraiment perfectionné avec le temps, parce que il est très délicat, évidemment, euh, d'obtenir des résultats fiables, c'est-à-dire que les pollens peuvent avoir été apportés par le vent, vous voyez, euh, éventuellement par des insectes. Mais il a fallu vraiment affiner la technique. Et par exemple, il y a eu voilà, plusieurs étapes hein, en ce qui concerne l'analyse des pollens de cette cour apéristyle du troisième palais de Jéricho. Les résultats, donc le plus possible, les pollens étaient prélevés
à l'intérieur des pots ou dans la couche de terre qui se trouvait au-dessus des pots. Vous voyez, pour éviter tout problème effectivement de mélange, en fait, de contamination par des plantes qui poussaient ailleurs. D'autre part, on est aussi dans un contexte assez isolé. Effectivement, on a peu de végétation qui pousse naturellement dans cette région. Donc ça, c'est un élément favorable qui a été pris en compte, évidemment, pour décider aussi de s'attaquer donc à ce site. Alors, dans les plantes cultivées, donc vous pourrez voir les noms inscrits en bas, donc dont on est absolument sûr hein, qu'elles poussaient ici. Eh bien, on a le pin, on a le cèdre, on va y revenir, l'olivier, le platane, la myrte, le laurier et le palmier dattier. On a vu donc on restitue deux palmiers dattiers dans la partie nord de cette cour. Alors, un platane est attesté. Bon, ça n'est pas évidemment un arbre très très courant en Judée. Il m'a proposé de la musique, mais bon, je laisse faire. Euh, comment? Alors voilà, on a effectivement acclimaté en fait des essences qui poussaient dans des régions. Alors la Turquie. Alors je crois on a des platanes en fait dans le nord d'Israël, mais je ne suis pas sûre déjà à cette période. Alors ce qui est très étonnant, c'est le cèdre. Mais voilà, le cèdre, bon, qui pour nous, voilà, c'est le cèdre du Liban. C'est pareil, de toute façon, c'est beaucoup plus au nord. C'est pas en Judée et sûrement pas dans la vallée du Jourdain. Donc là, on comprend qu'il y a une réelle volonté de maîtriser la nature, de soumettre la nature hein, au pouvoir du roi. C'est c'est un défi qu'il fallait arriver à surmonter, hein, que d'adapter des plantes telles que le cèdre hein, ou le platane hein, dans la vallée du Jourdain. Néanmoins, les mêmes travaux ont été réalisés dans un palais d'époque perse, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, à Ramat Rachel, c'est tout à côté de Jérusalem, et on a mis en évidence aussi la présence de cèdre. Alors, il semble qu'on puisse peut-être associer le cèdre au pouvoir royal. Il y a donc vraiment une symbolique attachée au choix de certaines espèces, en tout cas. Et puis, il y a aussi la volonté de créer un jardin, encore une fois, agréable à l'œil, agréable par son parfum, parce que la myrte dégage donc un parfum très agréable. Et ce qu'on a pu aussi tirer comme conclusion, c'est que ces arbres ont dû être maintenus. Alors, il y a des arbustes, mais il y a des arbres qu'on a dû vouloir maintenir petits. Et là, bah, si on regarde aussi ce que dit Pline l'Ancien dans l'histoire naturelle, on comprend que les Romains, mais vraiment à cette époque-là, hein, et pas plus tôt, les Romains expérimentaient toutes sortes de techniques qu'on connaît aujourd'hui. Vous voyez, pour la taille, je ne sais plus trop comment on appelle, mais pour empêcher des techniques de greffe aussi, pour empêcher donc les arbres de grandir. Les Romains appréciait les arbres nains. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir qu'Hérode avait connaissance de ces techniques et les a appliquées en Orient, dans la vallée du Jourdain. Et donc, on n'est pas des siècles après. Hein. Elles sont vraiment expérimentées à cette époque-là. Euh,
Voilà. Donc, cette idée que le jardin donc serve le pouvoir royal, en fait, on la postule aussi évidemment à propos de la Mésopotamie et en particulier des rois assyriens. Hein, puisque on a des jardins royaux, de très beaux jardins royaux qui sont bien attestés, alors davantage par les textes et par l'iconographie que par l'archéologie, mais en tout cas, effectivement, on voit que les rois assyriens ont adapté des plantes qui venaient donc de toutes les contrées sur lesquelles s'étendait leur empire, un petit peu comme marque de victoire. Ils les replantaient donc dans leur palais. Voilà, toutes ces plantes qui matérialisaient un petit peu euh, voilà, l'universalité en quelque sorte de leur empire. Donc il y a cet aspect-là. Le roi va montrer sa toute-puissance. C'est le maître de la nature. La nature ne peut pas lui résister. Mais le message, évidemment, peut très bien s'entendre, hein. On ne va pas chercher à se rebeller contre un homme qui a une telle puissance sur la nature. Alors, ce qui est absent, en fait, des palais d'Hérode, on abordera un autre point là tout de suite à la fin, bientôt, ce qui est absent des palais d'Hérode, ce sont par exemple, ce sont les animaux. Dont il est beaucoup question, évidemment, à propos des palais, enfin des jardins, des palais de Mésopotamie, de Perse. Il y avait bien entendu aussi le plaisir, l'agrément de la chasse et la symbolique aussi de la chasse, hein. Mais c'est tout à fait absent donc dans les palais d'Hérode. En tout cas, on a absolument aucune trace, aucune indication, à ma connaissance. Alors, sur la rive sud de ce Wadi Kelt, eh bien, on avait un autre jardin. Il n'est qu'imparfaitement, que très partiellement connu. Euh, alors, il était très, très grand. Et il devait se présenter de cette manière, c'est-à-dire qu'on a là aussi une combinaison entre des formes architecturales et la végétation. Ce que vous voyez à droite, donc, c'est la présence de portiques. Donc, on peut en restituer de l'autre côté. Ce qui est bien attesté donc par l'archéologie, c'est la présence de ces portiques, la présence donc de ce mur percé de niches que l'on voit sur cette illustration. On pourra en redire un mot, mais ce que vous voyez déjà, c'est qu'il y avait donc un conduit donc qui amenait de l'eau et qui permet évidemment de restituer la présence donc de plantations sur le sol, mais aussi ici, on voit que probablement aussi on avait donc de l'eau qui pouvait arriver. Et dans ces niches, qu'est-ce qu'on peut restituer? Eh bien, probablement des pots, hein, des pots contenant des plantes. Et puis, il y a donc cette autre, alors, très belle forme architecturale, à nouveau, hein, une forme courbe, un hémicycle qui présente donc des degrés sur lesquels on a parfois trouvé donc des pots brisés. Donc, on devait avoir une sorte un petit peu de jardin suspendu, c'est-à-dire donc à tous ces niveaux, des plantes et sûrement donc un très beau spectacle. Donc les dimensions de ce jardin sont absolument considérables. Et si je regardais un peu plus mes notes, eh bien je pourrais vous les dire. Mais oui, c'est 90 mètres de long. Euh, non, je suis pas tout à fait sûre, pardon. Peut-être non, non, ça me revient. C'est plus de 100 mètres de long, peut-être 120, 100, 130 mètres de long. Voilà, donc c'est vraiment très très vaste.
Et les quelques observations qui ont pu être faites sur le sol, en fait, restituent un jardin qui était d'un type différent de celui qu'on a vu et qui ne se présente pas comme ce qu'on voit là, c'est-à-dire, pardon, je vais en arrière là, alors que, voilà, un jardin qui devait plutôt s'inspirer ou ressembler à ce type de jardin romain. Alors, il faudrait que je puisse enlever ça, voilà. Non, j'ai pas le. On a ici le jardin d'une villa de Stabi. C'est la villa d'Ariane, donc une villa de Campanie, où nous voyons un type de jardin romain. Il en existait plusieurs, qui consiste en ambulationes, donc en chemin encadré, destiné donc à la promenade, encadré de plantes basses, donc des arbustes, des fleurs. C'est probablement ce qu'on avait ici. Donc, on a expérimenté différents types de jardins. Donc, c'est vraiment un jardin d'agrément. Bon, les jardins romains sont, voilà, des jardins parfois vivriers, hein, des jardins potagers, et pour d'autres, des jardins d'ornement. Hérode n'a retenu que le jardin d'ornement, le jardin destiné donc, encore une fois, à l'agrément de la cour et des invités. Donc là, on avait d'abord la possibilité, depuis les portiques, eh bien, d'observer le jardin, de bénéficier donc de la fraîcheur et du spectacle. Et puis, on avait la possibilité donc de se promener le long de ce jardin entre les plates-bandes. Alors, on a pensé pendant longtemps bien en fait que les jardins des palais d'Hérode, comme ce jardin de la cour apéristylionique, présentaient des palmiers dattiers, et peut-être qui aurait encadré, qui aurait été placé sur le pourtour. Et au centre, on aurait eu donc des baumiers. Alors le baumier, donc c'est cet arbuste, le plus souvent donc c'est un arbuste qui présente des petites feuilles, qui présente aussi des petites fleurs rouges et qui en lui-même est agréable, vous voyez, à regarder, peut être vu aussi comme une plante ornementale. Mais, comme je vous l'indiquais, les travaux n'ont pas révélé dans les jardins des palais la présence du baumier. Alors, nous allons passer beaucoup plus rapidement sur le palais du Promontoire à Césarée-Maritime, mais il faut en dire un mot parce que c'est le deuxième donc des jardins des palais d'Hérode qui a fait l'objet de ces analyses palynologiques. Et là, c'est même plus tard, c'est dans les années 2010. Alors, en fait, ce palais comporte deux parties. La partie inférieure, qui est aussi probablement plus ancienne, qui est cette partie, alors qui est en partie désormais immergée, hein, mais qui était une véritable, un ensemble de pièces, un ensemble de salles avec des salles de réception organisées autour d'un très vaste bassin. Et vous voyez très bien hein, ce qui correspond donc à ce bassin. Et puis, dans un second temps, donc probablement à partir de après 20 avant Jésus-Christ, Hérode a fait aménager donc cette deuxième partie du palais qui est surélevée donc par rapport à la précédente. Alors, il y a vraiment aussi le goût pour le paysage environnant, qu'on fait vraiment entrer dans le palais d'Hérode. On a toujours des vues sublimes. Les palais de Masada
hein. C'est la vue sur ce très beau paysage, sur la mer Morte. À Jéricho, en fait, on avait aussi vu sur voilà, ce relief, ce très beau relief. Et puis ici, bien entendu, on entre vraiment dans la mer, hein. Donc la partie inférieure du palais était entourée par la mer sur trois côtés. Euh, alors là, dans cette partie inférieure, on avait donc, je vous le disais, donc là aussi, c'est l'idée de la cour à péristyle, mais en fait, c'est une piscine destinée donc à la natation. Et autour, tout autour, on a trouvé, en fait, entre les colonnes, ces cavités, bon, assez larges, dont on pense qu'elles étaient destinées à accueillir des plantes. Donc, ça n'est pas un jardin à proprement parler, mais c'est la recherche de la même combinaison, hein, l'eau, l'architecture, les plantes. Et puis, dans la partie supérieure, on a également donc cet élément très important, vous voyez dans le Palais d'Hérode, qui est la cour à péristyle, cette cour à colonnade, mais on a découvert là aussi que c'était des plantations en fait, c'était des cours jardins ou des péristyles jardins. Enfin, c'était un péristyle jardin qu'on avait là. Alors là, on a procédé un petit peu différemment, puisque, je vous le disais, on est à une période plus tardive, hein, ça doit être enfin, au-delà de 2010, et on a prélevé des pollens fossilisés dans les mortiers. Alors, c'est pas une flèche d'ailleurs, c'est une étoile rouge indique l'un des endroits précis où on a prélevé ces pollens fossilisés. Donc ces pollens, en fait, ont été, si vous voulez, capturés au moment où voilà, ces mortiers ont été posés. Puisqu'effectivement, donc, ce sont des colonnes qui étaient revêtues de stuc. Là, ce sont les bases des colonnes que l'on voit, hein, qui étaient recouvertes de stuc, hein, parce que, en fait, Hérode, euh, s- les artisans d'Hérode utilisaient la pierre locale, mais on voulait un petit peu donner l'illusion que c'était du marbre. Donc, on recouvrait d'un stuc blanc et même on traçait des cannelures. Euh, alors, ces pollens, enfin les graines de pollen retrouvées appartiennent à des cyprès, des pins, des oliviers, mais également des noisetiers. Et là, on a compris que Hérode s'était vraiment inspiré de ce que faisaient les Romains à la même période, puisque justement dans les jardins de ces villas de la fin de la période républicaine, eh bien le noisetier était en bonne place. Et bien entendu, ça fait partie de ces essences qui ne sont pas natives du tout ici. Donc, il a fallu là aussi adapter, acclimater ces plantes. Alors, le contexte est différent. Ici, bon, c'est beaucoup plus arrosé, hein, cette région, mais quand même, le défi vient du fait de la proximité de la mer, parce qu'avec les embruns, évidemment, il y avait une forte salinité dans l'air, et ces jeunes plantes devaient être très menacées. Donc, on ne peut qu'en déduire que Hérode disposait le terme latin c'est topiarius, hein. C'est un jardinier, mais de haut rang, et c'est un jardinier paysagiste en même temps. Quel rôle Hérode lui-même a joué?
hein. Il est possible qu'il soit lui-même intervenu il est probable même qu'il soit intervenu dans le choix des espèces, etc. C'est pour ça qu'on peut ajouter donc à cette fonction de grand bâtisseur qu'on annonce toujours lorsqu'on parle d'Hérode, celui peut-être aussi de grand paysagiste. Mais en tout cas, il y a quand même une qualification de cette main-d'œuvre qui est très impressionnante. Parce que bien entendu, il devait y avoir beaucoup d'échecs et un entretien constant, en fait, de ces jeunes plantations, que ce soit dans le contexte aride de Jéricho ou dans le contexte maritime, en fait, salin de celui-ci, du palais du Promontoire. Euh, alors, le cyprès, on l'a vu donc présent à Jéricho, présent ici. Donc, le cyprès, comme le noisetier, est quand même un petit peu voilà, un élément qu'on connaît bien justement dans les jardins romains. Donc, il y a probablement aussi la volonté de se doter de jardins, eh bien, comme ceux dont disposait l'élite. Hein. Euh, L'élite, donc les grandes familles aristocratiques de l'Italie romaine. Donc il y a peut-être aussi cette volonté de la part d'Hérode. Mais encore une fois, sûrement cette affirmation de son pouvoir à travers donc la maîtrise de la nature. Donc c'est la question de la végétation ici, mais c'est aussi la question de l'eau. Et simplement euh, presque pour terminer, je voulais vous remontrer aussi sur le plan donc du troisième palais, donc à côté de ce jardin hein, dont on a parlé avec son hémicycle, l'autre n'a jamais été retrouvé, hein, ça n'est pas à prendre en compte. On a cette immense piscine, c'est elle qui mesure donc 90 mètres de long. Vous voyez un petit peu, enfin par rapport aux dimensions voilà, des piscines que l'on peut utiliser, 90 mètres sur 42 mètres. Hein. C'est-à-dire, c'était le plaisir de la présence de l'eau, la fraîcheur, la natation, mais plus que ça, peut-être aussi une certaine forme de navigation. Peut-être on avait la possibilité, en tout cas, effectivement, donc, de circuler dans des barques. On est quand même, encore une fois, dans une région complètement aride. Donc là, on a vraiment la démonstration du pouvoir de ce souverain qui ne connaît pas d'obstacle, hein, vous voyez, et qui aussi met à profit, en tout cas de ceux de son entourage, ces, euh, ces merveilles. Alors, ces jardins d'Hérode se rapprochent, hein, on l'a vu, donc des jardins romains, même si il y a des traditions qui viennent d'Orient. Mais il y a quand même une spécificité et une grande différence par rapport au jardin romain, c'est l'absence de statuaire ou l'absence de sculpture. Puisque effectivement, dans des jardins tels que celui-ci, euh, parmi beaucoup d'autres exemples, mais cette villa des Papyri, elle est très connue et elle est absolument remarquable à différents points de vue et elle présente donc deux jardins qui ont justement fait l'objet aussi de travaux bien après que la villa ait elle-même été fouillée. Et donc un jardin à péristyle, hein, ou court jardin ou péristyle jardin, vous voyez le jardin A. Et puis, donc, cet immense jardin qui est marqué en son centre, donc c'est ce qui est noir, par un long bassin. Donc, euh, alors là, on trouve évidemment des choses qu'on a pu voir dans les jardins d'Hérode, sauf que, eh bien là, par exemple, alors, cette villa, vous devez le savoir, donc a été reconstituée à Malibu. Euh,
Et donc, voilà, donc là, c'est la copie moderne hein, que je vous montre. Mais ce jardin donc, était composé de végétation, d'eau, hein, de bassins, fontaines, et aussi d'éléments sculptés, donc, qui sont absolument toujours présents. Donc ici, bon, on a une galerie de statues de bronze absolument remarquables, connues sous le nom des danseuses, qui étaient peut-être disposées de cette manière, mais on a retrouvé un très très grand nombre de remarquables statues de bronze autres qui devaient être disposées dans ce qu'on appelle le jardin B, dans le plus grand des jardins. On avait aussi ce qu'on appelle les oscillas, qui sont ces sortes de disques de terre cuite décorés de reliefs. Alors on voit des ménades, toutes sortes euh, de scènes mythologiques ou de personnages mythologiques très agréables, qui étaient suspendus comme ça et voilà, qui faisaient partie intégrante du jardin. Et donc, chez Hérode, on n'avait absolument rien de cela. Et dans les niches du grand jardin, donc du troisième palais, absolument aucun élément, aucun fragment de statue n'a été retrouvé. Toutes ces niches n'ont pu abriter, n'ont pu accueillir que des bassins ou des plantes, parce que Hérode et voilà, l'époque à laquelle il appartenait refusait complètement la représentation figurée. Voilà, bon, je suis à votre disposition, j'ai terminé et je suis à votre disposition.